L'âge adulte avec une mère perverse narcissique n'est pas la sortie du brouillard, c'est la poursuite de la guerre, surtout lorsque vous partagez encore le même toit. Un combat où les armes changent, mais où les blessures, elles, persistent. Les séquelles de l'adolescence chaotique sont là, lourdes et présentes. Une dépression qui vous ensevelit, une anxiété qui veille à vos côtés la nuit, et parfois le poids actuel et brûlant des gestes désespérés, ces tentatives persistantes pour faire cesser une douleur qui, aujourd'hui encore, résiste à tous les maux. Je suis Fatou Zahra Alami, alchimiste des blessures cachées. J'ai fait de l'écho des mémoires meurtries un langage pour se reconstruire. Mon domaine est cet espace intime où l'identité, longtemps confisquée, retrouve peu à peu sa propre musique. On pourrait croire qu'adulte, on est libre. Pourtant, l'emprise d'une mère perverse narcissique sait se réinventer. Aujourd'hui, nous décryptons les visages de cette persécution adulte et le long chemin pour reprendre possession de sa vie. C'est dans ce brouillard, entre la prise de conscience et la culpabilité, que se joue le premier combat de l'âge adulte. Un combat où le terrain est mouvant, les règles invisibles et l'adversaire insaisissable. Plongeons sans plus attendre dans le quotidien de cette guerre sans frontières. Vous êtes une femme, mais vous vous sentez toujours comme cette adolescente traquée. Le camp de concentration n'a plus de mur visible, il a émigré dans votre tête. Le système a simplement internalisé ses règles. Les consignes ne sont jamais claires, et pour cause. Le but n'est pas que vous compreniez, mais que vous doutiez toujours. Il n'y a pas de consignes claires, seulement des critiques qui tombent une fois l'acte accompli. Il n'y a pas de communication, seulement du chantage affectif, des menaces et des ordres à exécuter sans discuter. Il n'y a pas d'erreur à corriger, seulement une existence à rectifier en permanence, sans jamais savoir quelle est la bonne version de vous-même. Ce climat de terreur et d'instabilité permanente ne vous aide pas à vous construire. Comment bâtir des fondations solides quand on se sent une bête traquée, entièrement occupée à survivre à la loi de la jungle familiale? Les études, la carrière, les relations, tout est teinté de cette urgence à fuir, à se cacher, à apaiser un danger invisible. La seule chose qui soit claire, c'est l'emprise. La seule règle, la seule loi, c'est votre mère. Vous croyez encore, au fond de vous, que vous êtes le problème, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous essayez de vous corriger, de deviner ce qu'elle attend, mais tout se retourne contre vous. C'est l'épuisement absolu. La course est perdue d'un rongeur dans un labyrinthe dont les parois changent à chaque tournant. Quand la fatigue ou la maladie vous terrasse, sa satisfaction perverse s'éveille. Votre souffrance, du cinéma. Votre épuisement, une paresse. Votre besoin de repos, un affront. Votre temps, votre énergie, vos affaires, tout lui appartient. Elle vous ordonne des tâches impossibles juste pour vous épuiser, pour prouver son pouvoir et votre incapacité. Puis, ce que vous faites est non seulement jamais assez, mais elle réduit vos efforts à néant. Tu n'as jamais rien fait de bon. Ensuite, le verdict tombe devant tous. Elle est égoïste. Elle n'est jamais serviable. Elle ne m'a jamais obéi. Imaginez, vous lui apportez le pain qu'elle vous a dit aimer la veille sur sa demande. Aujourd'hui, elle nie avoir jamais dit aimer ce pain et elle le critiquera. La fois suivante,
ses préférences vont encore changer. Le but n'était pas le pain, le but était l'échec. Chaque course ratée prouve que vous êtes fondamentalement incapable de la comprendre, incapable de bien faire. Les règles changent à chaque tour. Vous êtes condamné à toujours perdre d'avance. Elle vous demande de lui préparer un plat de crêpes. Le lendemain, vous les retrouvez à la poubelle. On pourrait penser que les crêpes n'étaient pas bonnes, mais non. Rien de ce que vous faites n'est jamais bon. Ni un thé, ni un café, ni même un verre d'eau. Rien de ce que vous faites et rien de ce que vous êtes ne la satisfait. Elle vous demande une chose et vous annonce ensuite qu'elle voulait une autre chose et que c'est vous qui ne voulez pas satisfaire sa demande. Parce que vous êtes égoïste et parce que ce n'est pas votre demande à vous. Maintenant, vous travaillez. Vous avez votre propre argent. Son regard se transforme en tribunal. Vous accrochez une étagère dans votre maison. Elle la découvre et le verdict tombe, glacé. Tu as osé créer ton propre monde sans ma permission. C'est une déclaration d'indépendance. Et cette déclaration, elle va la punir. Alors, elle monte un scénario dramatique. Elle retourne tout votre monde contre vous. Et puis, vient la sentence ultime, celle qui vous glace d'angoisse et de culpabilité, le silence punitif. Un silence qui dure des semaines, des mois. 6 mois pour une étagère. 6 mois pour vous rappeler que même les murs de votre propre maison lui appartiennent. Elle vous toise des pieds à la tête. Son visage se ferme, ses yeux se rétrécissent, et avec une hostilité pure, comme si vous veniez de commettre un crime, elle vous lance. « Quand est-ce que tu as acheté ça ?» Sa voix est froide, accusatrice. Ce n'est pas une question, c'est une condamnation. Puis vient le reproche, dépourvu de toute pudeur. « Pourquoi tu ne m'as pas acheté pareil ?» Sous-entendu, tu as osé dépenser ton argent pour toi, tu as osé exister sans ma permission, tu as osé t'habiller sans que je ne te le demande. Votre autonomie est perçue comme une agression. Votre simple capacité à vous procurer un vêtement est traitée comme un acte de rébellion. Votre élégance est une insulte, votre bien-être une provocation. Et vous, espérant apaiser cette hostilité, vous lui offrez les mêmes vêtements. Mais le piège se referme. Elle ne les portera pas, elle les critiquera. La couleur, la taille, le tissu, ce n'est pas mon style. Car son but n'était pas d'obtenir le vêtement. Son but était de vous punir de l'avoir possédé. En refusant votre cadeau, elle vous lance un message ultime. Tu ne peux rien me donner que je n'ai déjà décidé d'accepter. Même ton geste, je le contrôle. Votre tentative de réparation est utilisée comme une preuve supplémentaire de votre incompétence, de votre manque de goût, de votre incapacité à vraiment la comprendre. C'est un échec programmé, une défaite annoncée. Tout est conçu pour que vous perdiez et qu'elle reste à jamais l'unique juge de votre valeur. Chaque achat devient un prétexte à son ressentiment, car votre indépendance, même la plus basique, est la preuve vivante qu'elle ne vous contrôle plus. Ce n'est jamais l'acte en lui-même qui est puni, mais sa signification symbolique, l'affirmation de votre autonomie et de votre droit à exister en dehors d'elle. Au-delà de l'argent, il y a un territoire plus sacré encore, celui de votre souveraineté personnelle. C'est ici que se révèle le credo secret, la phrase qui n'a jamais besoin d'être dite, mais qui est martelée dans chaque geste. Je te possède et tu ne possèdes rien. Tu es à moi, ma chose, et j'en fais ce que je veux. Cette croyance se traduit par des actes concrets qui sont autant de violations. Elle prend des décisions pour vous à votre insu, comme si votre volonté n'existait pas.
Elle dispose de vos affaires, les donne, les jette. Non par besoin, mais pour vous provoquer, pour vous rappeler que rien, absolument rien, ne vous appartient. Pas même ce livre, ce vêtement, ce souvenir intime. Et puis, il y a l'ultime transgression, celle de vos frontières les plus sacrées. Elle donne les clés de votre maison, de votre voiture à des tiers. Elle distribue les accès de votre intimité à votre sécurité comme si elle distribuait des bonbons. Votre chez-vous n'est plus un sanctuaire, c'est une propriété qu'elle administre. Votre voiture n'est plus un moyen de liberté, c'est un bien communal dont elle est la régente. Imaginez cette scène qui en dit long sur la mécanique du pouvoir. Une jeune femme, à peine remise d'une rupture douloureuse, se voit ordonnée par sa mère de donner son alliance, ce symbole intime d'un amour brisé, à sa sœur déjà mariée, pour qu'elle la porte. Et pas n'importe quelle bague, elle comportait un diamant. Ce détail n'est pas anodin. La mère n'exigeait pas simplement de transmettre un bijou, mais de donner ce qui avait le plus de valeur, de transformer les dernières lueurs d'un amour défunt en accessoire pour une autre, de prendre ce qui fut précieux aux yeux de sa fille pour emparer sa sœur, comme on offre un butin. Le diamant, censé symboliser l'éternité d'un sentiment, devenait ainsi la preuve de son absolue négation. La mère disait sans mots, « Même ce qui devait être éternel, je peux le briser. Même tes trésors, je peux les redistribuer. Même ton chagrin le plus précieux, je le donne en pâture. » C'est bien plus qu'un transfert matériel. C'était une profanation symbolique, la confirmation ultime que rien ne vous appartient, ni votre passé, ni vos rêves brisés, ni les pierres qui devaient en sceller la promesse. Il ne s'agissait pas d'un geste de générosité, mais d'une profanation, d'un effacement symbolique. La mère exigeait que le deuil amoureux de l'une soit transformé en ornement pour l'autre, que la douleur de sa fille serve à parer le bonheur de sa sœur. Le message était limpide, ta souffrance n'a aucune valeur. Même tes chagrins, je peux en disposer, même tes cicatrices, je peux les offrir en trophée. Voici d'autres scènes de vie quotidienne. Votre téléphone sonne, et voilà que retentit l'inquisition. Elle doit savoir qui vous a appelé et pourquoi. Si vous osez vous éloigner pour répondre, nourrir un fragment de jardin secret, la sentence tombe. Tu me caches des choses. Vous allez faire des courses pour vous. Ce n'est pas un sac de provisions, c'est un territoire conquis. Vous faites cuire du riz chez vous. Ce n'est pas un simple repas, c'est un foyer que vous osez allumer sans elle. Vous vous achetez quelques dattes qu'elle n'aime pas, elle. Ce n'est pas un fruit, c'est un goût à vous, un plaisir qui lui échappe, une préférence qui ne porte pas son empreinte. Et puis, il y a ces appels, ces urgences qui n'en sont pas. Elle vous somme, viens tout de suite, sur un temps qui n'admet aucun délai. Et quand vous osez poser une limite, quand vous lui rappelez que vous avez une amie chez vous, que vous existez socialement en dehors d'elle, c'est le drame absolu. Le téléphone devient une arme. Il sonne sans relâche. Et à travers l'appareil, ces cris parviennent jusqu'à votre amie, jusqu'à violer ce moment de complicité. Dis-lui de partir. Elle est toujours là? Pourquoi elle est venue? Votre maison n'est plus un refuge. C'est une scène de crime dont elle dirige les opérations à distance. Votre amie n'est plus une invitée, c'est une complice qu'il faut chasser. Votre vie sociale n'est pas un bonheur, c'est une trahison. C'est un double châtiment. Vous punir d'avoir eu un moment à vous et vous humilier en exposant au monde entier, au monde de votre amie, le spectacle de votre asservissement. Elle ne se contente pas de vous briser. Elle tient à avoir un public pour le constater. Cela peut paraître caricatural, dérisoire, presque incroyable.
mais ce sont des situations réelles et vécues. Chaque geste anodin est interprété comme un acte de sécession. Chaque choix, si infime soit-il, est perçu comme un drapeau planté sur le sol de votre propre vie. Elle ne voit pas des courses, du riz, des dates. Elle voit une déclaration d'indépendance. Et un royaume ne tolère pas les sécessions. Ces exemples, aussi violents soient-ils, ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan de perversion narcissique, car chaque geste, chaque regard, chaque silence est imprégné de cette même conviction. Vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un objet dont elle est propriétaire, et qu'elle peut à sa guise utiliser, prêter ou briser. Et le contrôle ne s'arrête pas à la sphère privée, il a besoin d'un public pour être pleinement efficace. C'est pourquoi il vous rabaisse devant toute la famille, transformant les repas en tribunaux. Puis devant vos amis, l'humiliation est totale. Elle vous harcèle à voix haute, elle vous couvre de reproches, elle transforme votre intimité en place publique. Votre dignité y est mise à nu, piétinée sous les cris, devant le regard médusé de celle qui croyait partager un moment de complicité. Ce n'est plus une piqûre discrète, c'est une exécution publique. Son visage ne sourit jamais, il se tord sous l'effort de la domination. Sa voix ne chuchote pas. Elle tonne. Vos amis figés deviennent malgré elle le public de votre humiliation. Elles voient la femme que vous êtes réduite à l'enfant fautive. Elles entendent la mère que vous devriez chérir, vous traiter comme une ennemie. C'est une démonstration de pouvoir pur où votre souffrance est sa nourriture préférée. Chaque cri qui vous transperce, chaque larme que vous retenez, chaque regard choqué de vos amis, tout cela la nourrit. C'est son carburant. Le but est bien de vous faire mal, de vous montrer à tous et surtout à vous que votre dignité est sa propriété et qu'elle peut la déchirer en public pour son seul bénéfice. Le but est de montrer à tous et surtout à vous qui commande. Devant même votre fiancé, qu'elle s'emploiera méthodiquement à faire fuir, ou pire, qu'elle incitera subtilement à vous rabaisser à son tour. Son objectif est triple, vous humilier, vous montrer que votre valeur n'existe nulle part, pas même dans le regard des autres, vous isoler, couper un à un les ponts qui pourraient vous offrir un secours ou une vision différente de vous-même. Et enfin, s'assurer des complices. Elle recrute. Elle fait de votre entourage une extension de son emprise, une chorale qui reprend en écho son discours dévalorisant. Ainsi, vous n'êtes plus seulement face à un bourreau, mais face à un système. Votre mère est le metteur en scène d'une pièce où tout le monde, y compris vous, doit jouer le rôle de votre propre nullité. Et si quelqu'un refuse de jouer, il est promptement évincé. Imaginez encore cette scène, si courante dans son système. Vous lui présentez une amie. En quelques semaines, un renversement silencieux s'opère. Les conversations deviennent secrètes, les confiances se tarissent, votre amie est devenue son amie et plus la vôtre. C'est le constat que même les liens que l'on croit les plus solides, ceux que l'on a choisis, peuvent être détournés, aspirés par le vortex de son emprise. Elle ne se contente pas de vous voler votre dignité de femme ou votre estime, elle peut aussi vous voler vos amitiés pour vous montrer que rien, absolument rien de bon ne peut lui échapper ou vous appartenir en propre. Et lorsque le contrôle a colonisé votre vie privée, il s'attaque à votre vie professionnelle, ce dernier bastion de votre identité sociale. Si elle connaît vos rendez-vous de travail, elle fera tout pour que vous les ratiez. Une crise à gérer, une tâche urgente et soudaine, un conflit monté de toutes pièces,
Tout est bon pour saboter votre ponctualité, votre concentration, votre sérénité. Le but, vous voir arriver essoufflé, en retard, déstabilisé, vous prouver une fois de plus que sa demande immédiate prime sur tous vos engagements. Vous rappeler que votre réussite est une insulte à son autorité et que votre monde à vous doit toujours céder face au sien. C'est une stratégie délibérée, vous maintenir dans un état de précarité permanente, même dans votre vie professionnelle. Elle ne se contente pas de vous nuire en privé, elle s'attaque systématiquement à tout ce qui pourrait vous construire, vous valoriser ou vous permettre de lui échapper. C'est l'image même de la noyade contrôlée. Chaque effort pour respirer déclenche une main plus ferme sur votre nuque. Chaque bulle d'air que vous croyez saisir est volée par une nouvelle vague orchestrée par elle. Vous voulez voyager? Elle invente une maladie. Vous construisez une amitié? Elle sème la suspicion. Vous élevez vos enfants avec amour? Elle leur chuchote que vous êtes folle. Son projet n'est pas de vous voir couler, mais de vous voir lutter éternellement sous sa botte. La noyade serait une libération. Le supplice, c'est ce combat épuisant où chaque mouvement vers la lumière est puni, chaque lueur d'espoir éteinte au moment même où elle naît. Vous n'êtes pas en train de défaillir. Vous luttez contre un système conçu pour que toute victoire soit impossible et tout progrès sanctionné. Reconnaître cette règle du jeu, c'est déjà commencer à en sortir. C'est la preuve ultime que la victime n'est pas face à une simple mère toxique, mais face à un système prédateur, dont la survie dépend de sa capacité à la laisser sans allié, sans reflet, sans écho favorable dans le monde. Et ce n'est pas fini, elle vous invite. D'emblée, les provocations, les critiques et les drames commencent. Et quand ces tactiques ne fonctionnent plus avec vous, vous affichez de l'indifférence, elle adopte le silence punitif et une hostilité à vous couper le souffle. Le décor change, mais le but reste le même, vous maintenir sous son emprise. Sa présence est une sentence, jamais un cadeau. Et sachez-le, ces exemples cités ici ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan de perversion narcissique. L'étendue réelle est si vaste, si obscure, que chaque survivante en porte une cartographie unique et douloureuse. C'est face à cet océan que naît, impérieux, le besoin de faire un deuil. Le deuil d'une mère qui n'a jamais existé. Encore vivante ou à son décès, on ne pleure pas une mère. On enterre un fantôme, on fait le deuil de l'espoir lui-même. Et dans ce silence, enfin libérateur, on commence peut-être pour la première fois à écouter la petite fille en soi, qui n'a jamais cessé d'attendre que sa mère, enfin, l'aime simplement. Puis vous essayez de vous souvenir d'un moment agréable, un seul instant de douceur partagée, et vous ne trouvez rien. Aucun souvenir qui ne soit entaché de peur, de tension, de calcul, ou de cette froideur qui glaçait l'air entre vous. C'est cela une mère perverse narcissique, un héritage de vide, une absence au cœur même de sa présence, et cette ultime révélation trop tardive qu'elle vous a tout pris, même la mémoire du bonheur. On ne pleure pas la perte d'une mère aimante, puisqu'elle ne l'a jamais été. On pleure précisément cette absence. On fait le deuil de l'espoir entêté qu'un jour, elle vous verrait enfin. L'adolescente qui a cru encore et encore qu'en s'adaptant assez, elle mériterait son amour. La mère qu'elle n'a jamais été et ne sera jamais. C'est un deuil blanc, un deuil de l'absence, un deuil sans hommage, sans consolation. C'est le deuil de ce qui aurait dû être et qui n'a jamais vu le jour. Ses larmes ne sont pas pour elle,
Elles sont pour vous, pour l'enfant que vous étiez, qui méritait une mère et qui a rencontré un bourreau, pour l'adulte que vous êtes, qui doit aujourd'hui apprendre à se materner elle-même. Vous ne pleurez pas sa disparition. Vous enterrez enfin le fantôme de ce qu'elle n'a pas voulu être. Que vous deveniez mère ou non, une question persiste. Comment transmettre autre chose? Comment briser la chaîne? Cette étape est celle du deuil, le deuil de la mère que vous n'avez jamais eu, le deuil de la sérénité volée, de la jeune femme meurtrie. Mais c'est aussi celle de la libération. Vous n'êtes plus son reflet, ni son ennemi. Vous êtes enfin celle qui survit, celle qui revit, celle qui, malgré tout, a préservé sa lumière. Le trauma laissé par une mère perverse n'est pas une blessure d'amour. C'est la cicatrice d'une guerre menée contre votre être le plus profond, par la personne qui était censée en être le premier sanctuaire. Ces mots sont pour vous. Ils nomment l'innommable et valident la profondeur de votre vécu. Vous n'étiez pas la fille difficile, vous étiez la fille d'une mère impossible. Vous ne vous êtes jamais battu contre une mère, mais contre un système concentrationnaire dont vous étiez à la fois la prisonnière et le trophée. Se délivrer de l'emprise, c'est commencer par réaliser que vous avez porté un costume qui ne vous appartenait pas, que vous avez joué un rôle dans une pièce que vous n'aviez pas choisie. Et parfois, le plus grand acte de guérison est simplement de poser les mots justes sur son histoire, de dire voilà, c'était ça. Non pas pour ruminer, mais pour rendre son passé lisible, pour transformer une blessure confuse en un récit que l'on peut enfin comprendre et dont on peut se détacher. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces mots, souvenez-vous ceci. Votre survie aujourd'hui n'est pas banale. Elle est un acte de résistance absolue. Chaque matin où vous vous levez, chaque choix que vous faites pour vous, chaque parcelle de joie que vous retrouvez est une victoire secrète sur le système. Vous n'étiez pas le problème, vous étiez la proie, et votre lumière, qu'elle a tenté d'éteindre, n'a fait que se cacher. Elle attendait son heure pour se rappeler à vous. Ce parcours n'est pas une fatalité, c'est une cartographie. Comprendre chaque étape, c'est reprendre possession de votre histoire. Prenez bien soin de vous.